Je vous remercie de vous connecter aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran, mais je pense que vous êtes déjà plusieurs à vous être connectés. Alors, normalement, vous devriez voir mon écran. Est-ce que vous le voyez bien? Ok, super. Merci pour la confirmation. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Voilà, je pense que vous êtes maintenant plus d'une cinquantaine connectés. On attendait à peu près 100 personnes qui étaient inscrites. Donc, voilà, on vous remercie de l'intérêt que vous avez pour cet événement aujourd'hui. Donc, je suis Madeleine de Colnay, je suis responsable innovation Food and Feed au sein du pôle IR et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui. Donc, on est ensemble jusque 15h30. Avant de vous détailler le programme, je vais vous donner un petit mot sur le pôle IR et également sur le contexte du webinaire. Puisque, en effet, le webinaire est gratuit, est ouvert à tous. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous ne connaissez pas encore le pôle IR. Donc, le pôle IR, c'est un pôle de compétitivité, un pôle de la bioéconomie. Donc, on est basé à Laon, donc près de Reims. On est une trentaine de salariés. On a maintenant 500 membres, donc 500 adhérents, à la fois présents en France et également à l'étranger. Et nos adhérents sont présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc de l'amont agricole jusqu'à la mise sur le marché de produits finis. Donc, on a des coopératives, on a des entreprises de toute taille, des PME, des grands groupes, des startups, également des universités, des centres R&D de recherche, et également des acteurs publics au niveau des régions ou au niveau de l'État. Donc, l'objectif du pôle IR, c'est de faciliter et d'accélérer la croissance par l'innovation. Et pour cela, on a 6 axes stratégiques que vous voyez s'afficher à l'écran. Et de mon côté, donc j'ai le plaisir d'animer la communauté alimentation humaine et animale, donc la communauté Food and Feed. Et donc, c'est dans ce cadre-là que se situe ce webinaire d'aujourd'hui. Par ailleurs, donc, le pôle accompagne de nombreux projets donc, depuis sa création, depuis 2005, donc à peu près plus de 300 projets d'investissement, donc sur à peu près l'équivalent de 2 milliards d'euros, donc à la fois au niveau des régions, à la fois également en France et également au niveau international. À propos d'international, vous indiquez également qu'on a un service Europe donc qui accompagne aussi les projets au niveau européen. On a également un service d'intelligence économique qui propose des études et de la veille stratégique. Et puis, notre service événementiel qui organise donc, des événements, donc des webinaires comme aujourd'hui, également des journées techniques ou encore des plénières donc, qui sont réservées à nos adhérents. Donc voilà, de nombreux projets, de nombreuses actions qui sont menées au sein du pôle IR et de nombreux événements. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur notre site internet ou également sur nos réseaux sociaux où on communique pas mal sur les événements et puis sur les actualités autour de la bioéconomie. D'ailleurs, j'en profite du coup en même temps pour vous partager un prochain événement sur la bioéconomie que vous propose le pôle. Donc, c'est un événement qui a lieu pile poil dans une semaine. Donc, pour les acteurs engagés face aux grands défis de demain. Donc, en fait, ce sera 2 heures d'échange, de témoignages et d'expertise donc proposés par le pôle IR. Et vous aurez donc 4 sessions donc sur 4 thématiques de grands défis de demain. Donc, une première autour du climat, une deuxième autour de la thématique des citoyens, la troisième autour de la compétitivité et la dernière autour de la connexion des acteurs. Donc, on aura plusieurs invités de marque qui, du coup, interviendront pendant ces 2 heures, notamment donc, Jean-Marc Callois, qui est délégué ministériel aux entreprises agroalimentaires, également Frédéric Motte, qui est conseiller régional des Hauts-de-France et président de la mission REC 3, et également des entreprises qui vont intervenir comme Insect ou encore Yves Rocher. Donc, l'événement est gratuit, ouvert à tous. Ce sera sous format émission de télévision. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est encore possible. On
on a eu plus de 200, on a plus de 260 inscrits à date. Donc voilà, il me semble que les places sont peut-être limitées, donc n'hésitez pas à vous inscrire. On va vous mettre le lien d'inscription dans la partie discussion. Et c'est également à l'occasion de cet événement donc, que IR dévoilera sa nouvelle identité. Donc, je ne vous en dis pas plus. En tout cas, si vous souhaitez en savoir plus sur le pôle IR, n'hésitez pas à contacter donc, ma collègue Jessica Canon, qui est responsable des adhérents. Et si c'est la thématique Food Feed qui vous intéresse, que vous souhaitez en savoir plus sur la communauté, ou voilà, si vous êtes adhérent et que vous souhaitez faire part d'un projet, n'hésitez pas à me contacter, avec grand plaisir qu'on pourra échanger. Concernant l'événement de ce jour, donc ça c'est dans le cadre de 3 webinaires qui sont organisés par le pôle, donc 3 webinaires autour de la stratégie d'accélération liée à la bioéconomie. Donc le premier qui a lieu aujourd'hui, qui est autour de la thématique alimentation, et 2 autres webinaires qui auront lieu la semaine prochaine, donc le 27 janvier autour de l'agriculture et le 28 janvier, donc le lendemain, pour les produits biosourcés. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la stratégie d'accélération d'alimentation durable et favorable à la santé, donc avec 3 objectifs principaux qui vont vous être détaillés par la suite. À savoir donc mieux comprendre les liens entre la santé et l'alimentation pour développer l'apport nutritionnel des aliments, également accompagner les transitions et l'industrie agroalimentaire, et enfin le 3e objectif qui est de répondre aux besoins et aux attentes du consommateur pour une alimentation locale et de qualité. Donc, on va le voir aujourd'hui, il y a plusieurs dispositifs qui ont déjà été mis en place ou qui ont déjà ouvert en fin d'année et d'autres qui verront le jour dans les mois à venir. Donc, pour cela, alors, hop, voilà, pour cela, donc on est ensemble jusque 15h30. Donc, on va avoir trois interventions. Donc, la première de Benoît Smat, qui est inspecteur général au Conseil général de l'alimentation, qui fera une présentation générale, on va dire, le contexte et les objectifs de la stratégie ADFS. Ensuite, nous aurons l'intervention de Henri-Éric Spindler, qui est coordinateur du PEPR Alimentation durable et favorable à la santé pour l'ANR, qui fera donc une mise en contexte de la stratégie nationale des protéines végétales qui comporte différents volets. Et aujourd'hui, on s'attardera principalement sur le volet légumineuse, donc qui a ouvert mi-décembre, il me semble. Et enfin, nous aurons l'intervention de Ariane Voyatsakis, donc qui est responsable du secteur agroalimentaire, qui nous parlera de l'appel à projet Besoins alimentaires de demain, qui lui a ouvert un petit peu plus tôt, début novembre. Donc, il y a eu une première relève début décembre et une autre relève qui a lieu début mars. Donc voilà, peut-être que certains d'entre vous sont en pleine rédaction de dossiers. Voilà, on espère en tout cas qu'avec l'intervention de ces experts, vous aurez des réponses à vos questions. Pour les questions, justement, donc, il y a un onglet donc, discussion, mais il y a également un onglet QR. Donc, c'est bien dans cet onglet qu'il faudra du coup poser vos questions. Et moi, après la session donc, de Eric Spindler et de Ariane, on aura à peu près 10 bonnes minutes pour répondre aux questions. Donc, je les reprendrai à ce moment-là. Et donc, le webinaire est enregistré, le replay sera disponible et les présentations vous seront envoyées aussi dans les prochains jours. Voilà, je pense que l'on s'est tout dit. Benoît, je te laisse la main pour l'écran. Je vais arrêter mon partage. Je vous souhaite une très bonne session et puis à tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc faire le partage d'écran. Vous me direz si c'est bon. Oui, c'est bon, ça s'affiche bien. Bientôt en plein écran. J'espère, mais l'onglet pour le faire n'apparaît pas. Alors, pour le coup, c'est vraiment du coup sur votre écran. Il y a Bien sûr, mais voilà, voilà, je pense que c'est bon. Voilà, ouais, parfait, c'est bon. On est bon. Parfait. Merci.
Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Et les deux appels à projets qui vous seront présentés font partie de cette stratégie d'accélération alimentation, dont le nom exact est alimentation durable et favorable à la santé, et que je vais vous présenter en tant que coordinateur. Euh, j'ai été désigné au mois de septembre, donc tous ces travaux-là d'élaboration de la stratégie sont antérieurs à ma désignation. Donc, je suis que le continuateur de ces travaux, l'ambassadeur un petit peu de cette stratégie. Alors, s'il s'agit du PIA 4, le quatrième programme d'investissement d'avenir, c'est qu'il y en a eu d'autres avant. Et les programmes d'investissement d'avenir, ils ont été lancés après la crise financière de 2007-2008, notamment au travers du rapport Juppé-Rocard, qui pourrait être résumé de cette façon-là. Il s'agissait de financer des investissements au seul service de génération future. Et cette idée phare est toujours celle des programmes d'investissement d'avenir aujourd'hui. Il s'agit de financer de l'innovation essentielle. Une diapo pour resituer un petit peu le PIA 4, donc qui a démarré l'année dernière. Il est doté de 20 milliards d'euros, vous le voyez sur cette diapo. Le précédent était doté de 10 milliards d'euros. Et il y a, vous le voyez, un volet, le volet dit dirigé, qui est la nouveauté du PIA 4 et qui permet donc d'organiser les investissements d'innovation au travers de stratégies thématiques. Et vous voyez la stratégie alimentation durable et favorable à la santé en premier. En deuxième est notée la stratégie sur les systèmes agricoles durables et les équipements agricoles contribuant à la transition écologique. Ces deux stratégies forment un continuum et il y a donc un collègue coordinateur, Philippe Vissac, pour la partie agricole, mais nous travaillons ensemble et d'ailleurs certaines opérations sont communes aux deux stratégies, puisque l'objectif d'ensemble est d'organiser les transitions agricoles et alimentaires au travers de stratégies d'innovation, de volets d'innovation. Donc, je poursuis. France 2030, vous en avez certainement entendu parler, c'est doté à hauteur de 30 ou 34 milliards d'euros. D'une certaine façon, ça va être l'extension et le prolongement du PIA 4. Et France 2030, donc, pour le président de la République, d'une certaine façon, a été annoncé dans le cadre de la pandémie que nous vivons. Cette phrase assez célèbre que je rappelle, déléguer notre alimentation, notre protection à soigner est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle. On a vu à ce moment-là que les enjeux d'alimentation étaient tout à fait sans trop remonter en haut de la pile. Et vous voyez, le sixième objectif est bien celui autour de l'alimentation. Nous devons nous assigner, et précisément d'investir dans une alimentation saine, durable et traçable. Donc, on a l'alimentation comme un élément important, essentiel, et en quelques mots, cette stratégie qui a été préparée au cours de l'année précédente a été présentée par le gouvernement le 5 novembre dernier et on est désormais dans la phase, pour les 5 prochaines années, au début de la phase de déploiement des différents appels à manifestation d'intérêt ou appels à projets. Les trois objectifs ont été rappelés tout de suite dans l'introduction précédente, donc je passe dessus et chaque action elle-même est structurée, organisée, avec un pilote, un groupe de pilotage, un opérateur différent. Là, on a BPI France et l'Agence nationale de la recherche. D'autres actions auront comme opérateur la Banque des territoires ou l'ADEME, l'Agence de l'environnement. Donc, tout cela est organisé et validé au sein d'un comité stratégique commun à la stratégie agricole et à la stratégie alimentation. Pour être dans cette présentation d'ensemble, je vais assez vite. L'ensemble des actions qui seront conduites au cours des 5 prochaines années vont de la recherche fondamentale jusqu'aux applications très pratiques par les entreprises et au comportement du consommateur. Donc, c'est là aussi le continuum de la recherche jusqu'aux applications très pratiques. Et elles sont regroupées sous 7 thématiques. La première, mieux comprendre les liens entre les systèmes alimentaires, le microbiome et la santé. L'articulation ensuite avec les aliments fermentés qui auront un rôle majeur, même si c'est une vieille histoire pour l'articulation entre notre alimentation et notre santé. Ensuite, on a le développement des protéines végétales, ce sera illustré avec l'appel à projet sur les protéines de légumineuses qui fait partie de cette thématique. Ensuite, créer les conditions d'un système alimentaire sain, durable, structuré et compétitif. L'appel à projet besoins alimentaires de demain qui vous sera également présenté fait partie de cette thématique. Après, on a une autre thématique sur les emballages, l'alimentarité des emballages, notamment pour les emballages recyclables, réemployables, réutilisables.
On a ensuite 2 autres thématiques transversales à tout le pays A4, à toutes les stratégies d'accélération, l'une autour des compétences et des formations de demain, c'est-à-dire investir pour permettre l'émergence de formations adaptées aux besoins de demain. Et le dernier axe est autour de l'accompagnement du transfert de technologies au travers d'un financement dit de maturation et de prématuration des projets pour accompagner les projets jusqu'à leur concrétisation. Je vais assez vite puisqu'il est convenu de dresser un tableau, disons, général de cette stratégie pour donner la cohérence d'ensemble. Donc, vous avez sur ces diapos-là qui vous seront communiqués un peu plus de détails sur chacune des 7 thématiques. Autour de la meilleure compréhension des liens entre système alimentaire, microbiome et santé, c'est essentiellement un programme de recherche qui est confié à l'INRA et à l'INSERM et qui va se dérouler donc à partir du mois de février. On y verra plus clair le mois prochain sur le détail. C'est en train de se construire et d'être validé. Voilà, ce sont des travaux de recherche. À partir de ces travaux de recherche, les travaux seront conduits autour de ce qu'on appellera la plateforme Ferment du futur, un consortium qui associera les instituts de recherche aux entreprises pour travailler sur l'innovation dans le domaine des ferments et d'une meilleure compréhension de la façon dont de nouveaux ferments peuvent aider à aller vers une alimentation plus saine, plus favorable à la santé. Le point ensuite sur les protéines végétales et la diversification des sources de protéines. Nous allons avoir tout de suite l'AAP protéines de légumineuses, mais il y aura ensuite un autre appel à projet sur la diversification des sources de protéines. Cela vous sera présenté, je pense, dans un instant. Le système alimentaire sain, durable, structuré et compétitif, l'AAP Foodtech vous sera présenté, mais il y a aussi un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé à la fin du mois de décembre sur les démonstrateurs territoriaux. Comment, au niveau territorial, innover pour les transitions agricoles et alimentaires. 2 autres actions seront conduites, notamment une sur l'éco-agilité des transformations agroalimentaires. Nous aurons ensuite, je ne les ai pas détaillées, les 3 dernières thématiques. Comme l'idée de base était de faire un panorama d'ensemble et que je crois que je suis au bout des 10 minutes qui étaient prévues, j'en reste là. Vous avez évidemment la possibilité d'accéder à plus d'informations si vous ne les avez pas déjà vues sur les sites gouvernementaux, notamment le dossier de presse du 5 novembre 2021 qui est assez complet et qui donne des détails sur l'ensemble des 2 stratégies. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis bien entendu à votre disposition, soit pour répondre à vos questions, soit plus tard, au cours des prochains mois, des prochaines années. Si vous en sentez le besoin, vous n'hésitez pas à me contacter. C'est ma fonction de coordinateur que de faire l'interface par rapport aux différents besoins. Merci à vous. Merci beaucoup, Benoît. Merci pour ta présentation, pour ta mise en contexte. Il me semble que tu vas rester avec nous voilà, dans la mesure du possible, comme tu es connecté à distance. Et donc, du coup, merci d'avoir bien tenu le timing. Donc, on va passer la main à Eric Spindler pour l'AAP légumineuse. Bon, tout d'abord, merci au PolyOR d'avoir organisé ce webinaire pour présenter cet appel à projet protéines de légumineuses. Et puis, merci à Benoît Assemat pour la mise en perspective. Donc, en fait, comme Benoît vous l'a expliqué, dans les thématiques importantes de la stratégie d'accélération alimentation durable favorable à la santé, il y a donc une thématique développer les protéines végétales et diversifier les sources de protéines. Et c'est dans ce cadre qu'un appel à projet a été lancé fin décembre sur les protéines des légumineuses. C'est le premier de 2 appels à projet sur cette thématique. Donc, plusieurs appels à projet sont prévus dans le cadre de cette thématique. Et en particulier, il y aura 2 tranches d'appels à projet sur protéines de légumineuses. Un appel à projet sur les nouvelles sources de protéines qui concernera plutôt des protéines d'insectes ou d'algues. Et puis, un autre appel à projet dont l'intitulé est 60% de protéines végétales dans mon assiette. Voilà, la totalité de la dotation pour cet ensemble, c'est 80 millions d'euros. Diapositive suivante. Alors, quelques éléments de mise en contexte en termes
de protéagineux, la France importe environ 50% de ce qui est utilisé pour l'alimentation humaine et 40% de ce qui est utilisé pour l'alimentation animale. Et donc, on est très dépendant de ressources extérieures. Et puis, d'autre part, le développement des surfaces en légumineuses aurait beaucoup d'avantages du point de vue environnemental. D'une part, cela permet de réduire les besoins en fertilisation azotée, qui sont très largement consommateurs d'énergie fossile. Et puis, cela permettrait aussi de diminuer des émissions à gaz à effet de serre. D'autre part, si on avait une diversification des rotations et en incluant plus souvent des légumineuses, eh bien, on pourrait sans doute avoir une agriculture qui soit plus économe en pesticides. Alors, dans le domaine des légumineuses, il y a un certain nombre de problématiques qui sont liées à peut-être un peu de retard sur les recherches dans ce domaine, puisque aujourd'hui, c'est un secteur où on a des rendements moins élevés et instables que pour les cultures majeures, malgré le rendement protéique plus important. Ce sont des cultures qui ne sont pas très bien insérées dans les systèmes de culture classiques. Et pour certaines espèces, eh bien, on a quelques problèmes de phytopathogènes qui sont assez gênantes. Donc ça, c'est pour la partie culture. Au niveau de la transformation, on a un certain nombre de problématiques liées à la mise en forme des produits composés à 100% de légumineuses, notamment à cause de problématiques organoleptiques et de facteurs antinutritionnels. Et puis, si autrefois on avait une alimentation riche en légumineuses, assez traditionnelle, cette tradition s'est perdue. Enfin, on peut dire que les services rendus par les légumineuses ne sont pas très valorisés. Ce sont des produits qui sont mal valorisés, peut-être par rapport à d'autres productions. Et donc, l'idée de cet appel à projet, c'est d'augmenter les investissements en recherche et développement et de développer un ensemble de travaux qui porteront sur des légumineuses alternatives au soja en particulier. Le soja est considéré dans cet ensemble, mais l'objectif, c'est aussi de travailler sur les autres légumineuses. Et donc, l'idée, c'est de donner une impulsion forte et à relativement court terme pour mieux maîtriser la production des légumineuses et puis leur utilisation, réduire notre dépendance aux importations de matières riches en protéines, améliorer l'autonomie alimentaire des élevages pour la partie alimentation du bétail, et puis développer une offre de produits, si possible, locaux en matière de légumes secs, avec une assez grande diversité d'espèces qui sont comestibles et qui sont intéressantes. Donc, l'idée, c'est de mobiliser tous les leviers pour encourager le développement de ces cultures et de développer des recherches dans ce domaine par la production de connaissances, bien sûr, mais aussi en démontrant leur efficacité en situation réelle pour trouver des conditions pour leur déploiement en lien avec les territoires et puis pour favoriser une articulation entre la recherche amont et puis l'aval vers des innovations grâce à une politique d'aide à l'innovation adaptée. Donc, en fait, 2 vagues sont prévues pour cet appel à projet. Donc, celui-là est le premier avec une dotation de 15 millions d'euros. Alors, les projets attendus sont des projets de 3 à 6 ans qui vont aller de la meilleure connaissance des ressources génétiques à la meilleure compréhension et la meilleure
maîtrise des inoculats qui vont permettre la fixation de l'azote, sur la compréhension des mécanismes conduisant à l'accumulation de protéines dans les plantes, donc pour le volet physiologie végétale, et puis d'autre part, une partie qui est plus liée à la transformation et à l'usage, en favorisant des recherches sur la transformation alimentaire, sur les caractéristiques nutritionnelles et sensorielles qui, on va le voir, posent un certain nombre de problématiques, et leurs fonctionnalités technologiques qui sont aussi très intéressantes. Pour arriver au développement des applications de ces connaissances qui vont de la plante et de leur culture jusqu'aux produits finis, cela nécessite de mettre aussi les conditions qui vont permettre aux agriculteurs, d'une part, de rendre favorable le développement des surfaces agricoles dédiées aux légumineuses, mais aussi des conditions qui vont attirer les consommateurs vers ces ressources alimentaires. Évidemment, dans un contexte de filière durable. Donc, l'idée, c'est de faciliter des TRL allant de 2 à 6. Les projets devront être des partenariats publics-privés et les coûts des projets seront entre 2 millions et 6 millions d'euros. Et pour 1 euro apporté par le partenaire, le financement de l'État sera de 1 euro. Donc, en fait, pour un projet de 6 millions d'euros, il y aura 3 millions de subventions et 3 millions apportés par les partenaires du consortium. Donc, on va voir qu'il y a 3 axes qui sont proposés et les projets devront défendre 4 items dans 2 des 3 axes. Alors, l'axe 1 est autour de la production de légumineuses, en particulier favoriser le développement de nouvelles variétés de légumineuses, développer des outils de génotypage, caractériser les ressources génétiques des légumineuses d'intérêt, donc sélectionner des variétés de légumineuses, y compris sur des espèces orphelines, et développer aussi, renforcer les effets bénéfiques de ces légumineuses pour les sols dans le contexte du changement climatique. Le troisième point de ce premier axe concerne la mycorhisation et la caractérisation des rhizobiomes et la connaissance des mécanismes symbiotiques qui sont mis en œuvre par la plante et le rhizobiome pour se développer. Et puis enfin, un élément qui est plus orienté physiologie végétale autour de la compréhension des mécanismes culturaux et trophiques qui vont conduire à l'accumulation de protéines dans la plante, de manière à valoriser au mieux la fixation symbiotique. L'axe 2 est plus sur la transformation et la consommation de légumineuses, avec des éléments qui concernent les propriétés physico-chimiques des protéines végétales, leur fonctionnalité, en particulier fonctionnalité technologique, mais aussi le lien avec les problématiques d'extraction de ces protéines. Le deuxième point concerne l'acceptabilité et la caractérisation sensorielle des produits, leur digestibilité et le volet nutritionnel. Le troisième point concerne une approche systémique de la construction de la qualité de l'aliment à base de légumineuses. Quelquefois, ça peut être intéressant d'associer des composants des légumineuses avec d'autres ressources, évidemment. Et puis enfin, développer des méthodes et outils génériques
permettant de qualifier un large panel de sources de protéines. Et dans ce point, les considérations nutritionnelles, d'allergénicité, de digestibilité et éventuellement de problématiques sensorielles doivent pouvoir permettre d'apporter aux consommateurs un approvisionnement régulier et sécurisé. Et puis enfin, le dernier point, c'est l'optimisation de l'extraction et la valorisation de coproduits à forte valeur ajoutée issus de ces légumineuses. Le troisième axe concerne plus des questions d'organisation et des approches relativement larges, comme la compréhension des mécanismes et des conditions qui vont favoriser l'insertion des légumineuses dans les rotations, afin de permettre l'accroissement des surfaces de légumineuses. Toutes les questions d'organisation des services environnementaux qui sont rendus par les légumineuses, par la diversification des rotations, qui peuvent permettre une agriculture plus diversifiée et plus économe, notamment de pesticides. Un troisième point concerne la modélisation des usages, les cascades et boucles d'azote à différentes échelles. Et puis enfin, toute une analyse sur les acteurs économiques pour remplir les conditions du développement de filières locales de légumes secs qui soient compétitives et résilientes. Donc un ensemble qui doit être à même de développer une politique de développement, de production et de consommation de ces légumineuses. On va voir donc les projets seront examinés par un comité de sélection internationale. Et de ce fait, il faudra que les projets soient rédigés en anglais. L'évaluation, donc le comité de sélection doit remettre un rapport à l'issue de l'évaluation, qui seront composés d'un ensemble d'éléments dans lequel il y aura une notation des projets suivant un certain nombre de critères d'évaluation qui portent sur l'excellence et l'ambition scientifique, la maturation des connaissances, parmi lesquelles il y aura la clarté des objectifs, le caractère novateur et ambitieux, les questions de rupture méthodologique ou conceptuelle, les capacités de valorisation au regard des contraintes de l'environnement de production, un volet sur la qualité du consortium et les moyens mobilisés, la gouvernance et leur adaptation aux projets proposés. Et puis enfin, un ensemble qui sera évalué qui concerne l'impact et les retombées du projet. Donc, ça fait un ensemble de caractéristiques qui sont bien précisées dans l'appel à projet. Donc, le comité exécutif du comité interministériel, suite au classement des projets, décidera des projets qui seront financés, proposera les projets qui doivent être financés, et c'est le Premier ministre qui arrêtera la décision concernant les bénéficiaires et les montants accordés. Quelques éléments concernant les critères de recevabilité, notamment leur soumission avant le 28 avril à 11 h. Tous les éléments devront être téléchargés sur le site correspondant, y compris les lettres d'engagement scannées des partenaires du projet. En fait, il y aura trois éléments dans le dossier, le document scientifique, un document administratif, et puis
les lettres d'engagement signées par les établissements partenaires. Donc, les autres éléments, je pense que je les ai déjà donnés. On va passer à la diapositive suivante. Il y a quelques éléments particuliers pour ce financement. On peut faire appel à des partenaires étrangers, mais ils ne seront pas financés. Ce sont des programmes d'investissement à caractère exceptionnel. Ce ne sont pas des choses qui sont renouvelables, mais un ensemble de moyens peuvent être alloués en fonction du projet, que ce soit de l'achat d'équipements, du financement de fonctionnement ou des dépenses de personnel. Le règlement financier définit précisément les différents critères d'attribution. Un élément important qui est dans la diapositive suivante concerne la réactivité. L'idée, c'est d'avoir un financement rapide avec un financement de 10% dès que le projet sera accepté. Ensuite, il y aura nécessité de mettre en place une convention de consortium pour obtenir la suite du financement. Le rôle des entreprises est particulièrement important dans ce dossier. Dans ces dossiers, il faut qu'il y ait une implication financière significative des entreprises. Et les entreprises doivent pouvoir montrer qu'elles sont en capacité réelle de financer leurs apports au projet. Diapositive suivante. Alors, il y a un critère particulier dans ces projets, c'est le critère de performance environnementale. Il faut que dans le projet, on soit mis en avant l'intérêt pour la durabilité et un impact sur l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique, l'utilisation durable de la protection des ressources, la transition vers une économie circulaire, la réduction de la pollution et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Voilà, j'arrive au bout de mon exposé. Donc, quelques éléments sur l'accord de consortium avec 3 volets: la répartition de la dotation financière, les modalités scientifiques et puis les modalités de valorisation des résultats, qui sont des éléments importants. L'appel à projet met l'accent sur la promotion de la science ouverte, donc de publications faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Ça, c'est quelque chose qu'on demande de plus en plus, le dépôt des publications liées au projet sur notamment des archives ouvertes comme HAL. Et donc, pour conclure, le dossier soumis devra avoir déposé l'ensemble des éléments pour la date butoir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Spinner, pour l'intervention. Donc voilà, on espère que vous avez eu toutes les informations disponibles malgré les échanges d'écran. Alors maintenant, on va passer aux questions. Donc je vois qu'il y a différentes questions qui sont arrivées dans la partie Q&R et d'autres qui sont arrivées dans la partie discussion. Donc je vais essayer d'un petit peu de les regrouper. Alors déjà sur la partie, on va dire sur l'appel à projet en tant que tel, plutôt sur la partie logistique. Donc quand est-ce que l'appel à projet légumineuse devrait-il paraître? Donc il me semble de mon côté qu'il est déjà paru fin d'année, c'est ça? Il est paru, oui. J'avais mis une diapositive dans la version que j'ai envoyée ce matin. Alors je peux peut-être la mettre.
le site, l'adresse du site, hein, et les contacts Internet pour me contacter ou contacter Gabriel Matera à l'ANR. Oui, j'ai partagé également dans la partie discussion le lien vers l'ANR et effectivement, il a ouvert dès fin décembre, dès le 20 décembre. Donc, le premier volet clôture fin avril. Alors, j'ai d'autres questions donc dans la partie discussion. Ah oui, les personnes souhaiteraient aussi également avoir le lien vers le règlement financier. Je ne sais pas si c'est le même lien qui amène aussi sur le… Je pense qu'on doit pouvoir avoir le règlement financier par ce lien-là. En fait, ce lien est un lien global pour l'appel à projet. Et à partir de là, il renvoie vers d'autres liens. Ok, super. La même personne, donc Stéphane, demande s'il peut avoir une définition dans le cadre de cette AAP de la structure de recherche. Oui, alors ça, c'est précisé dans l'appel à projet. Il y a un glossaire, hein, et le terme organisme de recherche doit être entendu au sens de la définition du point 2.2d de l'encadrement. Il s'agit d'une entité telle qu'une université ou un institut de recherche, quel que soit son statut légal, organisme de droit public ou privé, ou son mode de financement dont le but premier est d'exercer des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental et de diffuser leurs résultats par l'enseignement, la publication ou le transfert de technologies. Très bien, ça marche. Et je vous confirme qu'il y a bien le lien vers le règlement financier, donc sur le lien que je vous ai mis tout en bas. Et il y a d'autres documents de soumission qui vont arriver. Une question de Raphaël Roux. Les exploitations agricoles sous le statut SAS sont-elles éligibles en tant qu'entreprise? Si Vous les pourriez exploitations agricoles, oui, sont éligibles en tant qu'entreprise. Ça, c'est une colle, je ne sais pas vraiment, mais a priori, oui. Ce sont des entreprises. D'accord, très bien. Donc, c'est bon pour les questions qui sont dans la partie discussion. Donc, je retourne dans la partie Q et R. Alors, il y a une question, une remarque de Anthony Fardet qui indique qu'il trouve qu'il y a un risque à parler de protéines végétales plutôt que de produits végétaux. Voilà, peut-être en termes de termes, qu'en effet, parler de protéines végétales incite à extraire et à purifier des protéines végétales pour fabriquer encore plus de produits ultra transformés. Et voilà, sa remarque, c'est que plus on consomme de végétal en France, plus on consomme d'ultra transformés et que l'ultra transformé n'est pas associé à une santé globale durable. Oui, l'idée, c'est quand même une vision globale, hein. On ne dit pas dans ce projet qu'il faut les extraire, ces protéines. Hein, en fait, l'idée, c'est de développer la production des légumineuses, hein, qu'on extrait les protéines derrière ou pas. Hein. L'objectif, alors peut-être que c'est peut-être un défaut dans l'intitulé, hein, mais protéines de légumineuses, c'est vraiment au sens large. Hein. Benoît demandait la parole. Oui, pour aller dans ton sens, pour rassurer M. Anthony Fardet que je suis attentivement, car c'est un vrai souci, hein, cette question de la dérive vers de l'ultra-transformation, et cela fait tout à fait partie du diagnostic initial, hein, pour la stratégie alimentation durable favorable à la santé. Il s'agit évidemment, autant que possible, de remplacer des additifs par notamment des ferments, des procédés de transformation plus simple, plus naturel. Et donc, voilà, il ne s'agit pas du tout d'encourager l'ultra-transformation des aliments, mais de rester raisonnable dans la transformation, faire des choses qui soient favorables à la santé. Parfait. Merci pour vos réponses complémentaires. Alors, on a encore 3 questions de Jean-Marc Estavoyer. Le projet légumes secs est-il préférentiellement orienté vers l'alimentation humaine ou bien est-ce possible d'avoir effectivement des perspectives côté alimentation animale? Dans cet appel à projet, l'objectif principal, c'est l'alimentation humaine, mais en fait, l'alimentation animale est aussi importante. Donc, il n'y aura pas de… si la cible, c'est l'alimentation animale
en partie, je pense qu'il n'y aura pas de rejet du projet. Ok. Faudra que peut-être que je demande des précisions, savoir si on a des sujets 100% alimentation animale, ils sont recevables ou pas, hein. Ça, dans l'appel à projet, c'est pas très clair, hein. D'accord, ok. Hein. Donc ça, Mais c'est l'idée, quelque chose qu'on c'est pourra quand même de préciser. diminuer les dépendances françaises à l'égard des légumineuses. Donc, au moins en partie, l'objet alimentation animale est important. Très bien, merci. Donc ça, effectivement, la Il y partie a Éric alimentation. Dufour qui apporte une réponse. Il dit que l'alimentation animale est couverte par le plan France Relance. D'accord, et que cet AAP, effectivement, est orienté alimentation humaine. Très bien. Voilà. Merci, Eric. On a notre réponse. Une question de Jean de Chanet. Confirmez-vous qu'il est obligatoire de réaliser un partenariat public-privé? Absolument. Ah oui, ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est bien confirmé. Merci. Connaissez-vous la date de publication du second appel à projet, donc de la vague 2? Non, ça, c'est pas encore dans les tuyaux. D'accord, donc ça, on sera au courant du premier semestre. Très Et il y a bien. une chose importante pour le deuxième appel à projet, c'est que vraisemblablement, on va limiter les items des axes 1, 2 et 3 parce qu'un certain nombre de ces items auront été couverts par le premier appel à projet. D'accord. Et donc, l'idée, c'est de plutôt compléter ce qui aura été couvert par les premiers projets dans le deuxième appel à projet. Oui, tout à fait. Et d'être complémentaire par rapport à ce qui a déjà été présenté. Donc, clôture de ce premier appel à projet fin avril. Voilà, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions dans la partie. Ah, s'il y en a une autre qui est arrivée. Avez-vous envisagé d'organiser des opportunités de rencontres avec des organismes de recherche? Question de Shake-up Factory. Alors, au niveau de l'ANR, ce n'est pas prévu pour l'instant. Peut-être que les organismes de recherche, eux, vont chercher pour le montage de ces projets à organiser ces rencontres. Très Bon, bien. je suis assez nouveau à l'ANR, hein, je suis arrivé le 1er décembre, donc il y a un certain nombre de points sur lesquels je peux compléter les informations que je donne dans ce séminaire par la suite, hein. OK, très bien. On sera preneur. Merci beaucoup. Et donc, Éric Dufour précise que je pense que c'est pour le lancement du second appel à projet, donc, qui sera lancé après les résultats du premier appel à projet. Donc, plutôt deuxième partie du S1. J'ai une dernière question qui vient d'arriver. Pour les réseaux mixtes et technologiques, peuvent-ils prétendre à cette AAP en y associant une ou des entreprises, donc pour les RMT? Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que les RMT, donc le réseau mixte technologique, peuvent prétendre à cette AAP et tout en s'associant à une entreprise, donc que l'entreprise soit la partie privée, que le RMT soit la partie publique, je pense que c'est la question. Alors là encore, je n'ai pas la réponse. C'est un statut particulier, oui. Oui, oui. Parce qu'en fait, dans les RMT, il y a souvent à la fois des organismes de formation, organismes de recherche et puis des centres techniques, hein. Donc, c'est un ensemble. Je pense que de toute façon, ils peuvent être partenaires, mais peut-être pas en tant que RMT, peut-être au titre de chacun des organismes constitutifs du RMT. Ariane acquiesce. Benoît, vous voulez préciser? Éric Dufour n'a peut-être pas été présenté, enfin il ne me semble pas. Il est le pilote des mesures, notamment des mesures sur les protéines, de l'ensemble de la mesure, au sein de la Direction générale de l'enseignement et de la recherche, hein, qui est le pilote pour l'administration de l'ensemble des mesures sur les nouvelles sources de protéines et les protéines de légumineuses. Ok, très bien. Bon, bah, merci Eric, en tout cas, d'être connecté, d'apporter les réponses complémentaires. Donc, voilà. En tout cas, Benjamin, sur la partie RMT, a reçu sa réponse. Je pense qu'on arrive au bout. Donc, merci beaucoup, Eric, pour l'intervention et puis pour les réponses aux questions. Désolé d'avoir été un peu long, j'avais prévu un peu trop de diapositives. Pas de souci, on a quelques minutes de rap, donc voilà, on va être bon pour ta partie, Ariane. Donc c'est à toi. Voilà, parfait. Je vois que ton écran s'affiche.
Le diaporama va arriver. C'est bon pour nous, merci. Merci Madeleine, bonjour à tous. Merci au pôle IAR pour cette invitation. Donc, je suis ravie de vous présenter l'appel à projet Besoins alimentaires de demain dans le cadre de cette stratégie d'accélération et du PIA. Donc, c'est un appel à projet qui a été lancé et qui court jusqu'en juin 2022. Donc, le principe de cet appel à projet, c'est que les projets doivent être portés par des entreprises. Donc, soit en individuel, une entreprise, quelle que soit sa taille, PME ou grande entreprise, soit en collaboratif, c'est-à-dire une entreprise associant un autre partenaire, que ce soit une seconde entreprise, une association, une collectivité ou un institut de recherche. Le niveau d'innovation, à la différence de ce qui a été présenté précédemment par l'ANR, on a des TRL de départ entre 3 et 6 et un TRL d'arrivée entre 7 et 9. Donc voilà, pour vous distinguer bien, tout à l'heure j'ai noté qu'on a parlé de TRL de 2 à 6. Là, on doit arriver sur un TRL de 7 à 9, donc on doit arriver sur un projet au moins de démonstrateurs et les travaux de faisabilité de recherche fondamentale doivent être réalisés au préalable. Donc, vous pouvez faire labelliser votre projet par un pôle de compétitivité. Et d'ailleurs, si vous prétendez à un projet collaboratif, c'est aussi très recommandé. Et d'ailleurs, les pôles peuvent vous aider à monter votre projet. Donc, n'hésitez pas à contacter les pôles comme IAR. Le budget des projets doit être au minimum de 500 000 € pour les projets individuels et de 2 millions d'euros pour les projets collaboratifs. Il n'y a pas de plafond, mais il y a un seuil de projet. La durée des projets doit être de 18 mois à 48 mois pour les projets individuels et de 3 à 5 ans pour les projets collaboratifs. Donc, les thématiques de cet appel à projet. Donc, Benoît Semat vous a présenté le cadre général. Les thématiques sont assez larges et en fait concernent tous les volets d'innovation du secteur agroalimentaire, que ce soit des aliments plus sains et durables, que ce soit le développement de nouveaux process, de nouveaux emballages ou de nouveaux outils de traçabilité. En plus, les projets doivent avoir des retombées au niveau sociétal et environnemental, notamment en termes de nutrition, par exemple, adresser des pathologies ou des besoins spécifiques, ce n'est qu'un exemple. Il y a ce volet nutritionnel en matière de santé et il y a aussi le volet environnemental, donc un bénéfice environnemental ou de circuits courts bénéficiant d'une traçabilité. Voilà quelques-unes des retombées qui sont attendues sans être exhaustifs. Donc, les critères de sélection de cet appel à projet, c'est d'abord sur le caractère innovant de votre projet, les retombées économiques du projet, puisque les entreprises doivent présenter un modèle d'affaires et justifier que leur projet va générer du chiffre d'affaires et de l'emploi. La capacité de la structure à porter le projet, donc une entreprise doit montrer dans son plan d'affaires soit des levées de fonds à venir, soit qu'elle a la capacité d'autofinancer son projet. Il y a aussi un critère sur le renforcement de la souveraineté du système alimentaire et agricole, puisque depuis la crise Covid, ces aspects souveraineté industrielle et alimentaire sont une des préoccupations de l'État. Donc, l'impact en termes de souveraineté est aussi estimé. Et enfin, des critères de performance environnementale et impact sociétal, puisqu'il y a une grille où on vous demande d'évaluer au démarrage de votre projet quel peut être l'impact sur différents critères, critères environnementaux, critères sociétaux, et on va suivre ces critères sur la durée du projet dans l'objectif que votre projet donc ait un impact sur au moins un des critères que vous trouverez dans cette grille. Alors, les dépenses éligibles, donc on va financer soit des dépenses de personnel interne, soit de la sous-traitance. La sous-traitance étant limitée à 30% du budget global, sauf exception qu'il faudra justifier. La contribution aux amortissements, donc tout amortissement de matériel de R&D sera prise en compte ou la totalité des prototypes de R&D.
et puis d'autres achats, des consommables, par exemple, qui rentreraient dans votre production, votre R&D. Et toutes les études aussi, quand on parle de sous-traitance, on a aussi toutes les études de propriété intellectuelle, études de marché, enfin toutes les études techniques qui vont contribuer à la preuve de concept, à la pertinence de votre projet. Alors, vous avez donc un tableau avec les taux d'aide qui varient, comme vous le voyez, en fonction de la taille de l'entreprise. Petite entreprise, moyenne entreprise. Donc, petite entreprise, on est à moins de 10 salariés. Après, donc, on a la taille d'entreprise, non, pardon, petite entreprise, moins de 50 salariés, entreprise moyenne entre 50 et 250 salariés et grande entreprise au-delà de 250 salariés, avec aussi des critères de chiffre d'affaires et de bilan, mais je ne rentre pas dans le détail, vous trouverez les définitions. Et on a donc une autre catégorisation qui est le type de recherche industrielle ou développement expérimental. Donc, recherche industrielle, on est sur les phases amont de production de connaissances, et développement expérimental, comme le nom l'indique, on est dans l'expérimentation, on est sur le terrain, on est dans les tests. Donc, il y a un distinguo à faire dans votre projet pour évaluer si ça aboutit à la production de connaissances ou si on est dans la phase d'expérimentation. Et donc, vous voyez que ces taux peuvent être très incitatifs et en particulier, ils sont majorés dans le cadre d'une collaboration effective. Donc, quand on est dans un cadre collaboratif, le taux est majoré, il peut aller jusqu'à 80% pour une petite entreprise ou jusqu'à 65% pour une grande entreprise. Et qu'entend-on par collaboration? Donc, il faut au minimum que dans votre consortium, vous ayez une PME ou une ETI. Ça, c'est une condition. Donc, après, à partir de là, 2 entreprises, ça devient un consortium. Et vous pouvez aussi, bien sûr, ajouter des instituts de recherche. Ce n'est pas obligatoire d'avoir des instituts de recherche, mais voilà, ça contribue encore à l'élargissement de votre consortium, de vos compétences, et ça apporte un plus en termes de connaissances et de recherche. Et si vous êtes une PME avec un institut de recherche, pour que vous soyez considéré comme collaboratif, il faut que l'institut de recherche ait au moins 10% des dépenses. Et pour qu'on considère qu'entre 2 entreprises, c'est collaboratif, il ne faut pas qu'il y ait une entreprise qui ait plus de 70% des dépenses. Il ne faut pas que le consortium soit déséquilibré en faveur d'une entreprise, sinon ça perd le caractère collaboratif. Et donc, les instituts de recherche, vous avez eu tout à l'heure la définition par M. Spindler, sont financés soit à 100% des coûts marginaux, donc tout ce qui est dépenses additionnelles, CDD, sous-traitance, équipement à 100% des coûts, donc c'est aussi très incitatif, ou 50% des coûts complets si on considère aussi le personnel permanent, les CDI. Les collectivités locales, elles, sont financées à 50% des coûts complets. Et les dépenses sont éligibles à compter du lendemain du dépôt du dossier complet et après la relève. Donc, vous allez voir, je vais vous donner le calendrier. Il y a 3 relèves dans cet appel à projet. Donc, une fois qu'on a relevé l'ensemble des dossiers, on vous notifie que votre dossier est complet et à partir de là, les dépenses sont éligibles, peuvent être financées si vous recevez une réponse favorable à l'issue de votre candidature. Donc, le financement, il est constitué d'un mix de subventions et d'avances récupérables. Si vous êtes majoritairement en recherche industrielle, la subvention, ça peut représenter 75% de l'aide, 25% de l'avance récupérable. Et si vous êtes majoritairement en développement expérimental, vous pouvez avoir jusqu'à 60% de subvention et 40% d'avance récupérable. Donc, l'avance récupérable, c'est une avance de trésorerie. On vous verse déjà une avance, on vous verse de l'argent aussi à chaque étape clé, on vous verse aussi au solde une fois que vous avez réalisé l'ensemble de vos dépenses et c'est remboursé si le projet est un succès technique ou commercial
Si c'est un échec, si votre projet est un échec, tout est transformé en subvention, c'est le partage du risque. Donc, BPI France vous accompagne dans la constitution de votre candidature, organise la sélection de votre projet et puis après, donc, dès que vous avez un accord de l'État, on contractualise. Comme je vous disais, on verse aux différentes étapes clés en fonction de l'avancement de votre projet avec des réunions de suivi à ces étapes clés. Donc, on vous demandera dans votre projet de préciser quelles sont les étapes clés de go, no go de votre projet, à quel moment, si vous n'atteignez pas un résultat, ça veut dire que vous êtes en échec. On suivra les indicateurs d'impact du projet, notamment les impacts environnementaux que je vous ai décrits tout à l'heure. Et on vous demandera donc en cas de succès le remboursement de l'avance récupérable en 2 à 5 ans avec un différé de 2 ans après la fin du projet. C'est-à-dire si votre projet il fait 3 ans, on a encore un différé de 2 ans et c'est seulement là qu'on vous demande le remboursement de l'avance récupérable sur une durée de 2 à 5 ans. Vous pouvez peut-être finir les remboursements 10 ans après avoir commencé votre projet. Alors, donc, on a une première relève le 13 décembre, on en aura une prochaine le 9 mars et une dernière le 8 juin. Enfin, je dis une dernière, mais il faut savoir qu'il y a 110 millions d'euros qui sont consacrés à cet appel à projet, donc c'est une somme importante. Et s'il y a de l'intérêt, si on suscite suffisamment d'intérêt et de projets, il pourrait être conduit. Donc, n'hésitez pas à tenter votre chance sur l'une ou l'autre des prochaines relèves. Donc, il y aura une première phase de présélection des candidatures qui réunit les ministères concernés et le secrétariat général pour l'investissement, à l'issue de laquelle les projets retenus seront auditionnés. Et puis, pour les plus gros projets, on mandatera un expert externe avec l'accord de l'entreprise pour éviter tout conflit d'intérêts. Et donc, environ 4 mois au plus, vous aurez une décision de financement. Donc, on a mis en place un site Internet sécurisé où vous pouvez déposer votre candidature en toute confidentialité et on vous demande différentes pièces donc, qui sont décrites là et que vous trouverez sur notre site. Donc, voilà l'adresse de l'appel à projet. Vous avez le cahier des charges à consulter pour voir les différents critères et qu'est-ce qui est attendu. Je l'ai mis aussi dans le Q&R ou dans la discussion, vous avez le lien. Et on a mis en place une adresse mail générique où vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, on vous répond à toutes les questions sur l'appel à projet. Et je finis rapidement pour vous indiquer qu'on vous propose aussi une autre aide dans le cadre de notre partenariat avec le ministère de l'Agriculture, une aide en subvention jusqu'à 50 000 € pour les entreprises de moins de 2000 salariés qui vous permet de financer la faisabilité, donc toutes les phases amont avant votre candidature, donc toutes les études internes ou externes qui concourent à la preuve de concept de votre projet avant de soumettre une candidature. Et pour cela, il faut contacter nos directions régionales dont vous trouverez toutes les coordonnées sur notre site Internet. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Ariane, pour ta présentation. C'était très clair et je pense que ce serait complémentaire des questions qu'on a aussi par rapport à la première présentation qui avait été faite donc, par la BPI. Donc, ça, c'était au mois de… il y a 3-4 mois, je crois qu'il y avait déjà eu une présentation de la BPI sur cet appel à projet. Donc, on a 3 questions qui sont arrivées dans la partie Q&R. Donc, une première question de Élise Boursier de CEDAC. Est-ce que les dépenses de PI, donc de propriété intellectuelle, sont éligibles? Oui, toute étude de liberté d'exploitation, d'études de brevetabilité, notamment pour les PME, sont financées soit donc dans cette étude, dans cette phase de faisabilité, soit dans le cadre de l'appel à projet. Très bien, merci.
Une question de Bruno Guéhin. Alors, il parle de date de prise en compte. Alors, je pense que c'était au moment de la slide sur les dépenses éligibles. Est-ce que ce qui compte, c'est la date de dépôt, la date de notification ou la date de relève? Alors, donc la date de prise en compte des dépenses, c'est postérieur en tout état de cause à la date de relève, et c'est dès que le dossier est complet, donc en général, à J+1, J+2, on vous notifie que votre dossier est complet si tel est le cas. Et à partir de là, vos dépenses sont éligibles pour un financement si vous avez une réponse favorable. Très bien. Donc, c'est une fois sur le site où on voit que le dossier a bien été pris en compte par la BPI. Donc, oui, il y a peut-être effectivement un écart de 2 jours. Voilà, oui, un petit mail en plus de validation. Très bien. Merci. Une question de Gilles Candotti. Une entreprise étrangère peut-elle faire partie du consortium et serait-elle financée? Alors, les entreprises, pour qu'elles soient financées, doivent être immatriculées en France. Donc, une entreprise étrangère qui a une entité juridique en France est éligible, mais une entreprise étrangère qui n'a pas de présence sur le sol français peut participer à un consortium, mais elle ne sera pas financée. D'accord, ok. Donc, il faut vraiment être basé en France. Alors, une question d'une personne qui n'a pas indiqué son nom. Bonjour, pour l'aide de la faisabilité de la BPI, pour la limite des 2000 salariés, on parle bien du groupe consolidé ou de l'entité juridique? Du groupe consolidé si l'entreprise est filiale à 100% du groupe. Après, il y a des règles de consolidation. Si c'est plus de 50%, on consolide en totalité. Si c'est entre 25 et 50% le lien capitalistique, on consolide au prorata. Et si c'est à moins de 25%, on ne consolide pas et on considère l'entreprise comme indépendante. Voilà, grosso modo, les règles. Ok, très bien, merci. Une question de Jean-Marc Estavoyer, c'est un peu la question que je te posais aussi un petit peu en amont. Un retour général sur les premiers relevés donc, de dossiers, donc suite à la première relève de décembre, sachant que la première est début mars. Voilà, c'est un retour à faire sur ces premiers dossiers reçus. On a eu quelques projets effectivement reçus, donc on est en cours d'examen de ces projets et on en attend encore plus pour la relève de mars puisqu'il y a plus de temps pour préparer son dossier. Très bien, donc des premiers qui sont arrivés, une deuxième vague qui serait conséquente d'ici un mois et demi. Une question encore, peut-être une dernière ou d'autres qui vont encore arriver. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes devant nous. Une question de Shake-up Factory. Existe-t-il une base de données partagée de contributeurs souhaitant rejoindre un projet comme candidat expert en tant que PME? Non, nous n'avons pas de liste de PME. En revanche, les pôles de compétitivité ont dans leur réseau des PME et c'est un excellent partenaire pour trouver des PME, des instituts de recherche. Voilà, il ne faut pas hésiter à contacter les structures régionales comme les pôles pour vous aider dans la recherche de partenaires. Oui, tout à fait. Je ne peux que aller dans ton sens. En tout cas, au sein de la communauté Food and Feel, on a plus de 200 adhérents. On accompagne aussi également déjà quelques adhérents sur notamment donc, cet appel à projet besoins alimentaires de demain. Et notre réseau d'adhérents est fait bien sûr pour vous rendre service et puis pour pouvoir répondre en tant que partenaire à différents appels à projets. Alors, je vois qu'une question est arrivée dans la partie discussion. Pouvez-vous confirmer que les projets individuels sont possibles, donc sans collectif? Les projets individuels sont possibles. En revanche, il y a une phrase pour les grandes entreprises dans le cahier des charges qui dit que les grandes entreprises toutes seules seront acceptées dans la limite. Pour une grande entreprise, il est tout à fait recommandé de s'associer à un autre partenaire pour montrer la force d'entraînement du groupe. Mais pour une PME, tout à fait possible d'être en individuel. D'accord, ok. C'est très clair. N'hésitez pas, si vous avez encore des
des questions, sauf si on a fait le tour. En attendant, s'il y a encore d'autres questions qui arrivent, indiquer que le prochain webinaire donc, sur la stratégie d'accélération, donc sur la partie SADEA, donc plutôt agriculture, donc, aura lieu la semaine prochaine, le 27. À cette occasion, donc, c'est Philippe Vissac, du coup, qui est coordinateur sur la partie SADEA, qui interviendra. Et tu interviendras donc, également sur 2 appels à projets, c'est bien ça? Exactement. Voilà, aujourd'hui, c'est le volet. Exactement. Aujourd'hui, c'est le volet industrie alimentaire et la semaine prochaine, le volet agricole. Donc, on couvre toute la chaîne alimentaire avec les AAP du PIA. Voilà, donc l'AAP agroécologique qui va arriver bientôt, hein, qui va ouvrir du coup en février, et puis l'AAP pré-série, je n'ai plus les dates en tête. En fait, l'AAP agroécologie a été lancée en même temps que cet appel à projet besoins alimentaires de demain. Et aussi, nous avons un autre appel à projet qui a été lancé en décembre sur les pré-séries des agroéquipements. D'accord. Ah oui, et c'est peut-être la première relève du coup qui arrive sur la partie agroécologique en février. Et donc, on a des relèves en mars pour l'agroécologie et en février pour les pré-séries. D'accord, février pour les pré-séries. Ok, c'est très clair. Merci. Peut-être dire que si vous avez un projet qui couvre tout de l'amont à l'aval agricole, n'hésitez pas à nous solliciter votre projet, que ce soit à SADEA ou à ADFS, que ce soit agriculture ou alimentation, trouvera sa place. Merci Benoît. Parfait. Je ne sais pas si l'un de vous trois souhaite conclure ou compléter voilà, sur quelque chose sur les appels à projets, sur la stratégie de manière générale. Non, je réalise, mais là, on n'a pas toujours besoin de plein de chiffres, mais que j'ai oublié de signaler que le financement des 2 stratégies était de 880 millions d'euros au titre du PIA 4, 450 pour la partie alimentation, 430 millions pour la partie agricole, donc 880 millions pour le continuum, et qui seront complétés dans des conditions qui sont à définir dans le cadre de France 2030, à hauteur d'1,5 milliard. Donc, on voit que ce sont des sommes très importantes qui seront consacrées au cours des 5 prochaines années sur le financement de l'innovation, sur l'ensemble du continuum. Donc, on est au tout début d'une longue histoire avec Ariane et tous les opérateurs qui accompagnent le PIA. Très bien, merci beaucoup. Éric Spinner, vous voulez compléter quelque chose ou tout a été dit de votre côté? Non, je voulais simplement remercier à la fois les auditeurs et puis le pôle IAR et mes collègues pour ce webinaire. Simplement. Je remercie vivement aussi le pôle IAR. Je ne l'ai pas fait au début, veuillez m'en excuser, mais c'est très important pour nous de pouvoir être présent lors d'événements comme ce webinaire. Parce qu'il faut faire connaître tout cela. On s'aperçoit au fur et à mesure de nos contacts que les différents outils qui sont mis en place sont finalement peu connus ou trop peu connus. Donc, il faut faire beaucoup d'efforts pour faire connaître concrètement en quoi le PIA 4, et bientôt ce sera le cas pour France 2030, comment cela doit aider au financement de l'innovation et de la transformation. Il y a beaucoup d'efforts doivent être faits, beaucoup trop de milieux finalement savent qu'il y a des choses mais ne les perçoivent pas. C'est comme si ce n'était pas du concret. Or, nous devons tous là transformer en concret ces propos qui peut-être parfois sont un peu généraux. Oui, tout à fait. Je ne peux qu'aller dans ce sens. Et en tout cas, voilà, nous, on est ravis de pouvoir faire ce relais. Donc, déjà de manière individuelle auprès de nos adhérents, de communiquer également aussi sur nos réseaux sociaux, également du coup sur notre site internet avec les différents événements. Et donc, je vous confirme que le replay sera bien disponible, également les présentations. Et donc, du coup, que nos 3 intervenants se tiennent à votre disposition s'il y a des questions complémentaires par la suite. En tout cas, voilà, c'était un plaisir de pouvoir
de pouvoir organiser et d'animer du coup ce webinaire. Et donc, de ce que je comprends, il y en aura d'autres, puisque du coup, il faudra faire savoir et faire connaître les autres volets et les autres projets qui vont arriver. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées. Je remercie donc les participants, Virginie pour l'organisation, et donc Ariane, Benoît et Eric pour vos interventions. Et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi à tous. Merci, au revoir, bonne fin de journée. Merci. Au revoir, merci. Merci, au revoir.